Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous allez réagir, j'en suis certain, 0826 300 300, réagir au sujet que nous allons aborder dans un instant, la sécheresse. La sécheresse, et je posais la question... Est-ce la catastrophe ignorée? Je dis ça parce que on ne parle pas de sécheresse alors qu'elle sévit. On ne parle pas de sécheresse, on parle de l'Ukraine évidemment, à juste raison. On parle de la réforme des retraites à juste raison. Mais il y a aussi ce sujet, la sécheresse. Cette sécheresse qui risque de provoquer une véritable catastrophe, et catastrophe écologique, mais catastrophe agricole aussi. Alors, je pose la question, la catastrophe ignorée. Nous allons débattre de la sécheresse avec Irène Tolleré, qui est députée européenne Renaissance, spécialiste des questions agricoles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Morad Haïtabouche, qui est journaliste spécialiste de l'environnement. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être là. Serge Zaka, qui est au téléphone, agroclimatologue. Bonjour Serge Zaka. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et tout à l'heure, nous recevrons à 11h30 Dominique Bourg, qui est philosophe et qui, évidemment, travaille beaucoup sur les questions environnementales. Il est 11h05. Alors, je pose la question, catastrophe ignorée. Est-ce que c'est une catastrophe ignorée, Irène Tolleré, cette sécheresse? Oui, et je voudrais apporter un témoignage, puisque j'étais élu local en 2014. On a mis en place un plan pour réutiliser les eaux usées en sortie de station pour faire face à la sécheresse en collectivité locale. Et ben, au jour d'aujourd'hui, tous les tests en place, aucun n'est autorisé. Donc, elle est ignorée dans le sens où les agriculteurs savent qu'ils ont besoin d'eau, mais administrativement, ça va trop lentement parce que justement la société n'a pas pris conscience de ce sujet. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est un exemple. La société n'a pas pris conscience. Vous êtes d'accord, Morad Haïtabouche? En partie, oui, c'est vrai qu'on oublie quand même que les agriculteurs, les éleveurs sont en première ligne. Ils sont sur la ligne de front. Donc évidemment, ce sont les premières victimes. Ils vivent aujourd'hui la sécheresse. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 4,5 millions de maisons qui sont aujourd'hui dans des situations sur des sols argileux et ils seront victimes demain de retrait gonflement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 4,5 millions de personnes qui vont être de toute façon impactées. C'est-à-dire que ça touche pas seulement le secteur agricole, ça touche toute l'économie. C'est-à-dire que la viande, il faut de l'eau. Le gin, il faut de l'eau. Il faut de l'eau partout. Donc, à un moment ou à un autre, et vous avez raison de poser cette question, et c'est important d'en parler, parce qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où on a une bombe à retardement. 25% des guerres dans le monde sont liées à la sécheresse. 25%, un quart. C'est énorme. Le Darfour, personne ne s'en souvient. Mais c'est un problème de raréfaction des points d'eau. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un conflit d'usage entre deux communautés. Il y a moins d'eau, donc forcément, il y a moins de facilité à accéder à l'eau pour son bétail ou pour l'agriculture. Serge Zaka, je pose la même question. Est-ce que c'est une catastrophe ignorée? Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec les deux précédents intervenants. Moi, je parle de la société bouton. Vous savez, la société où dès qu'on appuie sur un bouton, on a un Uber qui arrive. Dès qu'on appuie sur un bouton, on a un post qui est posté sur les réseaux sociaux. On a tout ce qu'on veut. Et en fait, on a eu une société de consommation, une société où tout était à disposition dans les supermarchés. On ouvrait le robinet, il y avait de l'eau qui coulait. Et on est dans une société où on s'attend à ce que l'eau coule toujours, on s'attend à ce que la nourriture est toujours sur les étalages. Mais ce qu'on comprend pas et ce qu'on veut ignorer ou ce qu'on met sous le tapis, c'est que l'eau ne coulera pas toujours s'il y a des sécheresses comme on pourrait avoir en 2023. Et les produits agricoles ne seront pas français sur les étalages. S'il y a des sécheresses en France, on les importera de l'étranger. Donc au final, il faut que la société se rende compte déjà juste que ce qui est acquis dans les supermarchés, ce qui est acquis, l'électricité, l'eau, les droits également, c'est pas forcément acquis pour toujours et il faut les préserver. Et la sécheresse en fait partie. Il faut préserver l'eau, il faut la rediriger vers les activités essentielles. Mais quand je vois les personnes qui lavent leur voiture du côté de Perpignan, qui lavent leur voiture encore du côté de Montpellier, qui remplissent leur piscine. Je trouve qu'on est passé de la société de boutons à la société
de l'égoïsme. Bien. Serge Zaka, nous allons avec vous et avec tous nos invités faire le constat, regarder ce qui pourrait se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, nous essaierons de réfléchir aux solutions à trouver, à appliquer pour effectivement faire face à cette sécheresse envahissante. La sécheresse, tiens, je prends toujours l'exemple, mais tout le monde prend l'exemple de cette commune de Seillan, dans le Var, que nous connaissons. À Seillan, les restrictions d'eau, il n'y a pas qu'à Seillan qu'il y a déjà des restrictions d'eau, mais à Seillan, les restrictions d'eau ne se sont pas arrêtées depuis l'été dernier. Félix Mathieu. Oui, un tuyau d'arrosage barré comme un panneau sens interdit s'affiche à la une du site internet de la commune. Limitation et restriction d'eau sur le territoire communal jusqu'au 15 mars 2023. Interdiction d'arroser son jardin, de laver sa voiture ou de remplir évidemment sa piscine sur la partie nord du territoire de la commune. Depuis l'automne puis l'hiver, ces restrictions étaient repoussé de mois en mois, faute de pluie pour recharger les nappes phréatiques mises à mal cet été. La source qui alimente Seillan coule 2 fois moins vite qu'il y a quelques années. Cet automne, un camion-citerne alimentait encore quotidiennement le village en eau potable, faute de débit suffisant. Voilà. Et nous sommes en février. Interdiction d'arroser son jardin, de laver sa voiture, on entend ça, ou de remplir une piscine, on entend ça au mois de juillet, au mois d'août ou au mois de juin. Mais nous sommes en février et on entend cela en février. Donc la situation est grave. La situation est grave parce que les nappes phréatiques, on va commencer avec cela, les nappes phréatiques ne sont pas rechargées, c'est cela ? Oui, tout à fait. Elles ne sont pas rechargées. Il y a une absence de pluie très très importante. On peut aussi parler malheureusement de l'absence d'enneigement, puisque les neiges sont les stocks d'eau qui vont après nous alimenter. C'est gravissime. Et il est important qu'on se rende compte qu'il faut changer des choses. Il faut changer, mais ça on y viendra tout à l'heure. Les nappes phréatiques, Serge Zaka, si elles ne sont pas rechargées avant avril, que se passe-t-il ? Alors, un peu de pédagogie quand même pour expliquer. De novembre à mars, c'est la période de recharge des nappes phréatiques. C'est le moment où les végétaux n'ont pas de feuilles, donc ils n'utilisent pas cette eau qui tombe du ciel. Et pas de bourgeons, c'est au moment où les végétaux font des bourgeons qu'ils puisent l'eau dans le sol. Et à partir du moment où les bourgeons sont ouverts, oui, ils commencent à utiliser les végétaux pour faire des feuilles, des fleurs, des fruits, etc. Ils transpirent. Et donc en fait, toute l'eau qui tombe à partir du mois d'avril est utilisée par les végétaux. Mais entre novembre et mars, c'est vraiment la période essentielle, c'est la période de recharge des nappes phréatiques. Et entre cette période de novembre à mars, en France, la plupart des mois ont été déficitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu suffisamment d'eau pour faire remonter les nappes phréatiques après la sécheresse de 2022. Donc en fait, ce qu'on observe actuellement, c'est pas la sécheresse de 2023, c'est la sécheresse de 2022 qui se propage sur 2023, puisque les réserves n'ont pas été remises en place après 2022, c'est pas suffisant. Et donc il ne reste plus que le mois de mars pour se permettre d'avoir le luxe éventuellement. Et mais il faudrait qu'il pleuve. Est-ce qu'il faudrait qu'il pleuve tous les jours au mois de mars pour arriver à recharger ? C'est ça. Il faudrait entre 200 et 250 mm sur toute la France. Donc il pleut tous les jours, régulièrement, toutes les heures, pour qu'on arrive à un niveau satisfaisant. Donc autant vous dire dès maintenant qu'on a de très fortes probabilités que l'année 2023 commence avec des nappes phréatiques qui soient inférieures aux normes de ce qu'on pourrait observer en mars. Et pour donner un chiffre, et je laisserai la parole, pour donner un chiffre, en 2022, on s'inquiétait déjà de la sécheresse. Il faut savoir que là, on est encore 20 à 30% inférieur à 2022, en février 2022. Les nappes phréatiques sont 20 à 30% inférieures à 2022. Ça c'était 20 à 30% plus grave qu'en 2022 sur l'ensemble de la France. Et donc, on a vu ce que ça a donné en 2022. On peut imaginer ce que ça donnera en 2023. Oui, je regardais 14 mois déficitaires depuis l'été 2021. 14 mois déficitaires en eau. Donc, c'est insupportable. C'est insupportable et vous le dites sans vouloir en plus dramatiser les choses, Serge Zaka. Hein, vous dites, attention, 2023 va être une année et les années qui suivent. Exactement. Je suis pas là pour faire du catastrophisme, c'est pas mon rôle. Oui. Moi, je suis là pour donner les chiffres. Je donne juste des chiffres et les chiffres, à partir du moment où eux-mêmes ils sont catastrophiques, je pense qu'on peut dire que la situation est particulièrement catastrophique. Voilà, on a eu moins 85% de déficit de pluie
en juillet 2022, moins 30 en août, moins 35 en octobre, moins 50 bientôt en février, moins 15 en décembre. On a eu juste un mois, il me semble que c'est en septembre, on a eu plus 15% de l'eau et ça n'a pas suffi bien sûr pour tous les autres déficits. Évidemment. En fait, on cumule des déficits depuis août 2021, donc je retourne 18 mois en arrière peut-être. Donc août 2021, on cumule des déficits de pluie et donc c'est un cumul d'inquiétudes qui augmente chez les agroclimatologues et chez les agriculteurs. Et chez les agriculteurs, bien, on va voir les conséquences tout à l'heure. Bon, vous faites le même constat, hein, Morad Aïtabouche. Même constat. La même inquiétude. Vous avez la même inquiétude. Oui, parce qu'en plus il pleut mal. Et quand on dit qu'il pleut mal, ça veut dire que même s'il va pleuvoir là les 15 prochains jours, malheureusement, il faudrait que la France soit complètement inondée pour rattraper le retard et recharger les nappes phréatiques. Ça veut dire que c'est quasiment impossible. Avec les effets du changement climatique, on est dans des phénomènes extrêmes. Ça veut dire que malheureusement, on le voit bien, pour recharger les nappes, on a 15 jours, 3 semaines maximum. Ça veut dire que ça va aller très très vite. C'est une bombe à retardement. Ça veut dire que ce qu'on a eu en 2022, ça va être pire en 2023. Ce que l'on sait aussi, grâce aux climatologues du GIEC notamment, qui travaillent sur ces questions, on sait que ça va être de pire en pire. Les records dont on parle à chaque fois pour annoncer des températures caniculaires, ça va se multiplier dans les années qui viennent. On va dire à chaque fois, 20 degrés, record, 25 degrés, record. On est dans cette situation, dans cette espèce de cercle vicieux qui fait que malheureusement, les premières victimes, c'est nous. C'est curieux, enfin c'est curieux, c'est paradoxal. Quand on pense à météo, on donne des températures avant tout. Hein, on s'intéresse aux températures. Mais ce qui compte, c'est l'hydrométrie. Ce qui compte, c'est l'eau qui tombe. C'est pas les températures finalement. Il peut faire très chaud, mais s'il a plu beaucoup avant, c'est pas grave. C'est pas tout à fait vrai, Jean-Jacques. Non, parce que malheureusement, il y a l'évaporation de l'eau. Oui, c'est vrai, il y a l'évaporation. Et si l'eau ne rentre pas, on a artificialisé. Oui, mais si les nappes phréatiques sont pleines, c'est moins, évidemment. On est d'accord, mais aujourd'hui... Je vous dis, parce qu'on ne commence jamais sur la pluie qui tombe. Comprenez ce que je veux dire. On parle toujours de la température, mais on ne donne jamais l'état de nos nappes phréatiques. Et c'est comme ça par à coup, parce qu'on s'inquiète tout à coup, on parle des nappes phréatiques. Le BRGM le fait. Le BRGM, le grand public, systématiquement le fait, tire la sonnette d'alarme. C'est important. Et je suis d'accord avec vous. Parce qu'à chaque fois maintenant, à la météo, on annonce la température et la température ressentie. On devrait ajouter l'eau, la quantité de pluie, mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais il faut aller vers cette information. Bien sûr. Alors, nous allons prendre dans un instant, on va observer une petite pause, et nous allons prendre Philippe, qui est agriculteur dans le Lot-et-Garonne, et il est aussi maire de sa commune, et il constate ce que nous sommes en train de dire. Il va nous apporter son témoignage. D'ailleurs, n'hésitez pas, 0826 300 300, faites comme Philippe, appelez-nous et réagissez. Il est 11h16. Bien, nous avons Philippe en ligne. Philippe, qui est l'un de nos auditeurs, 0826 300 300. Qui est maire et agriculteur. Ça tombe bien, dans le Lot-et-Garonne, à Marmont-Pachas. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes maire de la commune, hein? Oui, voilà, je suis maire de la commune. Marmont, combien d'habitants, Philippe? Non, 180. Ah, 180. Petite commune du Lot-et-Garonne. Et vous êtes en même temps agriculteur et vous irriguez. Voilà, je suis avant tout agriculteur, irriguant et donc éleveur de volailles. Et donc, j'irrigue mon maïs pour donner l'alimentation aux volailles et après on est producteur de semences puisqu'en Lot-et-Garonne il y a beaucoup de production de semences. Bien sûr, j'imagine que vous êtes inquiet. C'est grâce à des réserves que l'on a créées dans les années 90 et qu'on stocke l'eau qui pleut en excès l'hiver pour la répartir après quand il y en a besoin sur les cultures au cours de l'année. C'est quelque chose qui est indispensable pour le monde agricole, que ces réserves soient créées et je pense qu'on doit pouvoir en créer encore et peut-être des collectives plutôt que des privées, mais là où il en manque, et c'est le nerf de la guerre pour pouvoir produire, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Et quand on a ce lobby aujourd'hui, il faut le dire, de l'écologie qui nous empêche d'avancer là-dessus, c'est lamentable, c'est incroyable. Nous avons un barrage. Mais vous stockez de l'eau de pluie, Philippe. Oui, de l'eau de pluie qui tombe l'hiver. Moi, j'ai un lac. Bon, là, il n'est pas tout à fait plein, mais bon, j'ai espoir qu'il se remplisse au mois de mai et avril, quoi. Oui. Vous êtes inquiet en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant que maire de la commune. Inquiet du niveau des nappes phréatiques et inquiet pour cet été?
Inquiet, oui, peut-être un petit peu, mais dans les coteaux, je vous dis, si on crée des réserves, on n'a pas à être inquiet, quoi. Voilà, quoi. On est inquiet parce que justement, on crée pas assez de réserves et on n'entretient pas ce pouvoir de stocker l'eau, quoi. Oui. Et quand on a un barrage de Beauregard sur la Garonne à Agen qui est démoli depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il y a des élus qui essayent de vouloir le refaire, mais à cause des lois européennes, à cause de la loi sur l'eau, qui nous paralyse pour pouvoir recréer ces choses-là. C'est lamentable, c'est lamentable. Irène Tolleré, vous êtes députée européenne, justement. Alors Philippe, je me suis battue sur ce sujet-là, justement. Donc en septembre 2019, je suis montée sur la table pour obtenir une interprétation plus favorable du nouvel article 74 dans la politique agricole commune. Et donc je vous rassure, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, mais également les eaux usées, pour pouvoir être utilisées pour étendre des réseaux d'irrigation, y compris dans des régions à l'état dit moins que bon en vocabulaire européen, c'est-à-dire là où il y a de la sécheresse. On ne voulait pas autoriser les investissements dans des structures d'irrigation, alors que franchement, s'il y a un endroit où on doit faire attention à ça, c'est justement là. Parce que l'eau, c'est la production de notre nourriture. Et la nourriture faite en Europe, elle émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que celle qu'on importe. Donc, manger européen, je suis content de l'entendre. Vous savez, on se bat pour vous, hein, donc on est en première ligne là-dessus, justement pour débloquer, parce que sinon cet article de la PAC bloquait absolument tout. Oui. Sur le terrain, on le ressent pas comme ça. Sur le terrain, on sent que c'est bloqué, que c'est compliqué. Et ça, il faut arriver à le retransmettre sur le terrain, que les projets avancent. On n'arrosera pas tout. Mais les projets avancent au niveau européen, mais c'est l'administration. Parce que les fonctionnaires territoriaux qui administrent ces dossiers-là, c'est des dossiers dans votre région qui ont un précédent très très connu qui fait peur à absolument tout le monde. Et donc tout le monde utilise le principe de précaution qui est devenu un principe d'interdiction. Et il faut à un moment donné, ça c'est important que les auditeurs le comprennent. La sécheresse actuelle, elle met en danger nos agriculteurs. On a plein d'agriculteurs qui doivent partir à la retraite. Il faut qu'on soit très clair sur le fait, on investit dans l'irrigation pour notre nourriture demain. Et il faut être au rendez-vous et donc arrêter cette pression, parce que sinon, avec le millefeuille administratif divers et variés, les autorisations mettent beaucoup trop longtemps. Alors que le BRGM, tout le monde est aligné sur les analyses, on a toujours des gens qui se pendent aux arbres. Bien, merci Philippe. Merci à vous. J'espère que ces émissions, si vous avez un homme à interviewer en Lot-et-Garonne, c'est monsieur Jean-François Berthomieux. D'accord. Vous pouvez faire une émission avec lui. C'est un docteur en biologie. Et je peux vous dire qu'il va vous l'expliquer, le problème de l'eau. Merci beaucoup Philippe, dans tous les cas. Merci. Si on fait cette émission, c'est justement pour faire prendre conscience aux uns et aux autres du danger, de la catastrophe annoncée. Serge Zaka est toujours avec nous. Dites-moi Serge Zaka, les récoltes au printemps, faut-il vraiment s'inquiéter? Orge, blé au printemps cet été, orge, blé, maïs, fruits et légumes. Et le fourrage aussi, je pense. Au fourrage aussi. Avec une région qui serait particulièrement en danger et touchée, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous confirmez, Serge Zaka? Il n'y a pas que la région de Bourgogne-Franche-Comté qui est concernée par le fourrage, c'est l'ensemble de la France. Oui. Il faut savoir que le fourrage, donc, c'est la production de la prairie, donc des végétaux qu'on donne aux animaux pour les nourrir. Elle a été déficitaire de moins 24% l'an dernier sur l'ensemble du territoire national. Il y a même des régions de France où on est à moins 60% dans le sud de la France. Ça veut dire que les stocks de fourrage qu'on a l'habitude de faire d'année en année pour les donner au cas où il y a une sécheresse, ils sont très faibles en 2022. Et donc, on n'a pas vraiment énormément de stocks à donner en 2023. Donc, il n'y a pas intérêt d'avoir de sécheresse en 2023 puisque les stocks de fourrage sont faibles et donc on ne pourra pas déstocker ad vitam aeternam. On aura des problématiques de nutrition pour les animaux et certains animaux qui iront comme actuellement en 2022 à l'abattoir pour diminuer le cheptel national. On l'a fait en 1921, on a diminué le cheptel national européen à cause d'une sécheresse. Mais en 2023, on s'y attend pas forcément parce qu'on est dans une société qui est censée être beaucoup plus développée et avec un accès à l'eau qui est censé, je dis bien censé, être beaucoup plus intelligent. Voilà, donc pour le fourrage. Ensuite, on pourra avoir des problématiques très rapidement s'il ne repleut pas en mars pour toutes les cultures. Alors on a les cultures d'hiver qui pourraient s'en sortir un petit peu mieux. L'orge,
Le blé, on a vu des hausses de rendement en 2022 sur le nord de la France notamment, mais dans le sud, on a eu des baisses de rendement de moins 10%, une hausse de plus 5% dans le nord. Mais c'est surtout les cultures d'été qui pourraient subir ces sécheresses. Fruits et légumes. Les fruits et légumes, exactement. On pourra avoir à la fois des fruits qui sont une baisse de rendement, mais ce qui est encore plus important pour les fruits et légumes, c'est les marques sur les fruits, les marques de brûlure, la taille des fruits, la taille des pommes de terre, qui rentrent pas forcément dans les calibrages des cahiers des charges des industries agroalimentaires. Il n'y a pas que le rendement pour ces denrées-là. Par contre, pour le tournesol, pour le maïs, on pourra avoir des baisses de rendement drastiques comme en 2022. Je rappelle, en 2022, pour le maïs non irrigué, c'est moins 53,9% en Occitanie. Ouais. Moins 53,9%, c'est-à-dire moins de la moitié de la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Serge Zaka, qu'il va falloir planter du mil, de la pistache, Alors, il y a énormément d'alternatives qui permettent de gagner quelques petits pourcentages, mais c'est un ensemble de pratiques qui permet de faire face au changement climatique. Donc, il y a, par exemple, des nouvelles variétés de maïs, de blé, etc., etc. Donc, c'est des nouvelles variétés qui ont une utilisation de l'eau plus efficace, qui utilisent beaucoup moins d'eau pour faire du rendement, pour faire des grains. Ça, c'est l'évolution génétique qui l'a permis. Il faut savoir que le rendement du maïs en sécheresse aujourd'hui est équivalent au rendement du maïs avec toute l'eau qu'il lui faut en 1950. On a eu une évolution génétique extrêmement importante, et ça, il faut le souligner. Ensuite, il y a de nouvelles espèces qui peuvent arriver. Donc, par exemple, du sorgho qui peut remplacer quelques champs de maïs sur les terres les moins favorables au maïs. On a éventuellement l'orge qui peut remplacer le blé, on a éventuellement le mil, le millet, peut-être même la pistache qui pourra arriver. Il y a des tests qui sont en cours du côté d'Avignon. Peut-être des agrumes dans des régions où il peut y avoir quand même un peu d'eau. Des oliviers qui peuvent remonter également. La vigne aussi qui peut remonter. Enfin, en gros, c'est une évolution plus profonde puisqu'il faut créer des filières. Et je terminerai juste par l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture avec moins de labour, avec plus de cultures intermédiaires, donc des couverts végétaux qui font de l'ombre sur le sol tout le long de l'année. Et ça évite les pertes en eau et ça fait augmenter la réserve utile du sol. Alors, c'est pas magique, c'est peut-être 5%, 10%, mais ceci dit, c'est toujours 5%, 10% de prix qui, associés à de nouvelles variétés ou associés à de nouvelles espèces, font gagner aussi 5 à 10%. Et tout un ensemble fait qu'on pourrait gagner 20, 30%, diminuer l'utilisation en eau de l'agriculture. Bien, merci Serge Zaka, je vous laisse. Vous êtes agroclimatologue. Dominique Bourg sera avec nous tout à l'heure. Nous allons prendre Alain aussi, qui est à Lyon, qui est très inquiet. Et nous allons parler, après la pub de 11h30, 11h28, nous allons parler des solutions. Que faire pour maintenant lutter contre cette sécheresse et que faire pour mieux utiliser l'eau? Il y a plein de solutions. Serge Zaka en a abordé une, amélioration de la génétique des plantes. C'est une des solutions, mais il y en a beaucoup d'autres. 11h28, à tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Il est 11h31, merci d'être avec nous. Alors, la situation, la sécheresse, les conséquences de la sécheresse et les solutions pour essayer de faire face à cette situation. Alain, lui, en attendant, est inquiet. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise. Je suis très content de votre appel. Je suis très content que vous exprimiez sur le sujet et je suis très content de l'évoquer parce que ça passe un peu inaperçu et pourtant. Alain, vous êtes inquiet? Je suis inquiet, je suis réaliste. Oui. Je regarde ce qui se passe. Bon, je m'occupe d'environnement dans le cadre de mes activités professionnelles, donc je suis particulièrement sensibilisé. Il y a encore, à l'heure d'aujourd'hui, un manque d'information par rapport au grand public qui est quand même invraisemblable. Là, on vient de passer 10 jours sur Pierre Palmade. Regardez, vous faites une heure sur le climat, alors que ça devrait être l'inverse. Pierre Palmade aurait dû faire 1 heure et on aurait dû faire 10 jours sur le climat et sur la sécheresse. Mais moi, je fais 1 heure par jour. J'ai pas fait 1 heure sur Pierre Palmade. Je vous le dis tout de suite. Alors. Non, mais quand je dis vous, je parle des médias. Non, mais évidemment, vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais ça, alors là, c'est un détour. Oui. Non, mais ça, c'est un vrai problème. Et notamment sur les télévisions en continu qui n'arrêtent pas quand elles se saisissent d'un sujet et qu'elles voient que ce sujet marche un peu. Eh ben, hop, c'est fini. Et là, vous en avez pour 8 jours. Je sais comment ça marche. Donc vous parlez de solution, déjà ça c'est une première solution. Comment voulez-vous que les gens soient sensibilisés à une problématique si une fois de temps en temps on leur parle d'un sujet mais vous avez raison.
très technique, qui est compliqué à comprendre, qui est anxiogène. Donc les gens, ils ont envie d'entendre autre chose. Quand on leur parle d'eau, ils pensent aller se baigner, prendre un bain. Ils pensent pas faut couper l'eau ou faut faire attention comment on la consomme. Moi, j'ai une voiture de luxe, par exemple. Chaque fois que je la porte à l'entretien, ils veulent la laver. Alors je me bagarre avec eux en disant, vous lavez pas la voiture. Pourquoi on lave les voitures pour la rendre aux clients? On pourrait au moins économiser cette eau. Tout à l'heure, vous aviez un agriculteur. Il ne faut pas monter les agriculteurs contre les écologistes ou vice-versa. C'est une bagarre qui avait lieu il y a 30 ans, mais aujourd'hui, elle est totalement dépassée. Mais par contre, l'agriculteur, déjà, quand on voit les champs de maïs qui, à 2 heures de l'après-midi, sont arrosés en plein soleil, alors qu'il fait 40 degrés, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait penser à arroser les champs de maïs à minuit. Je pense que la technologie d'aujourd'hui permet de mettre un minuteur qui va enclencher l'arrosage qui de toute façon est automatique et il arrosera pendant la nuit où les températures sont quand même beaucoup moins élevées, l'évaporation, etc. On peut en parler pendant des journées entières. Là, j'ai l'exemple d'une amie qui travaille au Moyen-Orient, qui a gagné royalement sa vie, donc qui réinvestit son argent dans l'environnement en France. On est dans une situation totalement ubuesque, et je vais vous dire, est totalement vraie. Elle a gardé son ancienne entreprise quand elle est partie travailler au Moyen-Orient. Ça fait 15 ans qu'elle y travaille. Elle a gardé son ancienne entreprise, ça lui a coûté une fortune de la garder en activité. Et ben, le tribunal dont dépend son entreprise vient de la mettre en liquidation parce qu'elle a un compte courant, évidemment, qui est important. C'est son argent à elle, mais ils ont mis la boîte en liquidation. Donc toute son activité environnementale qu'elle faisait en France via cette entreprise est actuellement stoppée parce que il faut qu'elle vienne expliquer au tribunal que en fait c'est l'argent de son compte courant et c'est pas un déficit de l'entreprise. Oui, bien sûr, je comprends. On est dans des situations délirantes. Donc, il y a des gens qui prennent l'initiative, on leur met les bâtons dans les roues. Mais il y a un problème de constance. Il faut absolument que les gens... Et cet été, il va arriver El Niño. Normalement, on va avoir un El Niño qui va arriver à partir les débuts de l'été. Les gens ne savent pas trop encore, août, octobre. Mais s'il y a El Niño cet été, ça peut être 4-5 degrés de plus que l'année dernière. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Oui, non, mais je suis d'accord. Merci Alain pour ce témoignage. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Mourad? Vous vouliez parler, des forêts, par exemple. Oui, alors peut-être aussi d'abord pour répondre. Oui. Non, mais Jean-Jacques, peut-être pour répondre à notre ami ami auditeur. Aujourd'hui, on fait, c'est-à-dire que. Moi, en 2006, j'ai lancé une collection, une série documentaire qui s'appelle Sale temps pour la planète, qui est diffusée sur France 5, rediffusée sur Ushuaïa, etc. On fait, là par exemple, je monte une plateforme qui s'appelle 2 degrés de plus, parce que les gens de degrés, ils ont l'impression que c'est le Club Med. En réalité, on va essayer, nous, d'avoir à la fois ce qu'on fait ici, c'est-à-dire diagnostic et solution. Ce qu'il faut dire, et il a raison à propos d'El Niño, El Niño, c'est plus de sécheresse à venir, mais partout dans le monde, ça veut dire des guerres qui vont malheureusement éclater. Ce que je voulais dire, c'est que je suis allé en Guyane, je fais juste une petite parenthèse, je suis allé en Guyane, à 32 degrés la journée, la température, on est sur ce fameux point de bascule. Dans les forêts tropicales humides, à 32 degrés, la forêt n'est plus un puits de carbone, mais devient une émettrice de carbone. Ça veut dire que là, la température va s'enflammer, pire encore que la fonte des glaciers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a partout, et je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas opposer les gens. Il faut au contraire trouver l'intérêt général. Aujourd'hui, l'ONF, il travaille formidablement bien, mais contrairement aux agriculteurs qui peuvent changer de production d'une année sur l'autre ou sur 2 ans, la forêt, il faut 30 ou 40 ans. 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ONF pense à la forêt de demain. Ça veut dire qu'ils essayent des nouvelles espèces. Ça veut dire que ces espèces, elles viennent de l'arc méditerranéen. Les promeneurs du dimanche qui viennent, qui ont découvert la forêt à la faveur de la pandémie, ils se disent « Oh là là, vous allez pas mettre, je sais pas moi, des palmiers ou je ne sais quoi. » Non. Oui, il le faut. Le promeneur ne doit pas juste parce qu'il dit « Oh là là, l'ADN de la forêt des Vosges, par exemple, c'est l'épicéa. » L'épicéa, aujourd'hui, à cause de la sécheresse, il est en train de mourir. Il est en train de disparaître. Il y a une petite bête, un insecte qui s'appelle le scolite, qui est en train de le bouffer de l'intérieur. Et il est en train de mourir. Il n'y aura plus dans les Vosges d'épicéa. Les chênes remontent. Et tout un tas de questions comme ça. À chaque fois, par exemple, vous prenez les pompiers. Les pompiers, avant, ils étaient formés à la lutte contre les incendies et les méga-feux dans le sud de la France. Aujourd'hui, ça remonte. Vous avez aujourd'hui, on l'a vu évidemment en Gironde, mais dans le Nord, dans les Vosges, ils sont obligés aujourd'hui de former leurs soldats au feu. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Irène Tendré? Vous écoutez, je vous voyais à la fois approuver, pas toujours. Hein, alors, j'approuve, sauf sur le point des agriculteurs qui peuvent changer en 2 ans, pour peu qu'on ait encore des agriculteurs. Parce que ils se prennent des chocs climatiques colossaux. Moi, j'ai été élu en 2014 maire d'un petit village. Depuis 2016, il y a
eu dans mon coin une catastrophe climatique. Et avec les systèmes assurantiels qui sont en passe d'être résolus mais qui sont pas super efficaces quand même, les agriculteurs ils sont désabusés. Et donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui doivent partir à la retraite. Et si on trouve pas des solutions concrètes pour qu'ils aient un bon revenu, de l'eau et produire, je sais pas s'ils vont continuer. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui sont concernés. On parle beaucoup des agriculteurs à juste raison, parce qu'ils sont les premiers, ils sont en première ligne. Toute l'économie. Toute l'économie. Oui. Alors Alain pose une bonne question. Où est passée l'eau? C'est très intéressant la question. Je vais prendre Alain, mais auparavant je voudrais accueillir Dominique Bourg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique Bourg. Avec plaisir. Vous écoutez peut-être ce que nous disons depuis un moment. Oui, j'écoute. J'ai dit en début d'émission, sécheresse, la catastrophe ignorée, avec point d'interrogation. Point d'interrogation, à la limite, j'aurais pu mettre un point, hein, parce qu'elle est ignorée, me semble-t-il. Elle est ignorée, Dominique Bourg? Alors, ignorer, oui et non. En fait, elle n'est pas ignorée en termes d'angoisse. Je crois que là, les gens se rendent compte qu'il y a quand même vraiment un problème. Vous parlez des agriculteurs, effectivement, eux sont au front. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment basculé, on a changé de climat depuis 2018. Si vous regardez par exemple les vagues de chaleur, vous regardez les canicules au XXe siècle, vous allez les compter sur les doigts d'une main pour la France. Vous vous souvenez, l'été dernier, vous avez eu 3 canicules dans l'été. Et si vous regardez depuis quelques années, dans l'hémisphère nord, donc chaque été, vous avez des vagues de chaleur qui ne cessent de succéder. Donc la sécheresse, l'irrégularité des saisons, les autres manifestations extrêmes, etc., elles ne cessent de se multiplier. Donc effectivement, il faudrait faire que, de telle sorte qu'il n'y ait pas que de l'angoisse du côté des gens, mais qu'il y ait aussi une information assez précise et savoir que ça, eh bien, c'est pas quelque chose de statique, hein, c'est dynamique, ça va continuer malheureusement à s'aggraver, et ça veut dire qu'en face, il faut vraiment changer de A à Z nos comportements. C'est ça que ça signifie. Oui, changer nos comportements. Alain, restez avec nous. Dominique Bourg, nous en parlera des solutions, hein, on est entré dedans. Alain est à Valence. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, je vous remercie de me prendre. Je vous en prie. Allez-y, quelle question? J'avais une question toute simple, mais avant, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'intervention de notre ami agriculteur quelques minutes auparavant, pour dire que le refus des bassines dans le Poitou, me semble-t-il, il n'y a pas si longtemps que ça, n'a pas été le fait de l'Europe. Même si je suis fervent opposant à l'Europe. Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas que les problèmes de l'Europe pour faire des réserves d'eau. On est d'accord, Alain, mais évidemment. Moi, j'avais une question toute simple, effectivement, à poser à vos spécialistes, c'est où est passée l'eau? Parce qu'en fait, si on a une augmentation globale des températures, ça devrait, me semble-t-il, signifier plus d'évaporation, donc plus de nuages. Or, ces nuages, on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a des zones sur la planète où la pluviométrie a énormément augmenté, par exemple? Est-ce qu'on a déplacé les zones de pluviométrie? Voilà. Vous dites, plus il fait chaud, et plus il doit y avoir de pluie, quoi. Non, alors non, pas tout à fait. Alors allez-y. Je dis, plus il fait chaud, plus il devrait y avoir d'évaporation et donc de création de nuages. Les nuages, effectivement, l'eau doit bien tomber quelque part, je crois. Qui veut répondre? C'est pas si simple. Non, c'est pas très simple. Ce qui est sûr, c'est que dans le rapport... On mettra Dominique Bourg après. Oui, allez-y. Dans le rapport du GIEC, les derniers rapports, il est clairement établi qu'on est dans des phénomènes extrêmes. Là, il pleut beaucoup, il va pleuvoir encore plus. Là où on a effectivement moins de pluie, il va pleuvoir encore moins. L'explication, je pense qu'il faut... C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de fortes pluies, diluviennes, inondations dans certains endroits de la planète, et puis de plus en plus de sécheresse dans d'autres endroits. On le voit déjà, il suffit de regarder le Pakistan. 6 mois d'inondation extrême. On peut regarder aussi du côté c'était en Thaïlande, 6 mois. Tout le monde se plaignait en France parce que on n'avait plus des disques durs, puisque c'était là-bas qu'on fabrique, puisqu'on délocalise tellement. Le vrai problème aussi, ça va être la mondialisation. C'est-à-dire, en gros, produire, consommer européen, local. En tout cas, ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Mais les migrations, toutes ces questions. Mais Jean-Jacques, vous avez d'autant plus raison que 0,1 degré de plus, c'est 100 000 migrants de plus. Ça veut dire que sur nos modes de vie, il va falloir réfléchir à la manière dont on va accueillir l'autre. Dominique Bourg.
Oui, alors si vous voulez, quand vous avez un réchauffement d'1 degré, c'est 7% d'évaporation en plus. Donc effectivement, plus ça se réchauffe, plus il y a d'évaporation. Mais comme l'a dit l'intervenant précédent, ces pluies, si vous voulez, elles sont distribuées de façon beaucoup plus irrégulière. Effectivement, le Pakistan, vous avez une mousson qui était du triple au quintuple de ce qu'elle est habituellement. Et donc c'est ça le dérèglement climatique, les événements extrêmes. C'est-à-dire qu'on a en fait une répartition des choses qui est assez différente, et c'était dit, là où il pleut peu, il pleuvra encore moins, et là où il pleut beaucoup, il pleuvra encore plus. Donc c'est surtout l'irrégularité. C'est pas qu'il y a moins d'eau. Bien sûr, c'est l'irrégularité. Alain, vous avez la réponse? Oui, tout à fait, ça répond tout à fait à mes questions, merci. Voilà, merci Alain dans tous les cas. Et d'avoir posé une question très pertinente d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Merci, merci. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que tout d'abord, pour rassurer Alain sur le fait que l'Europe faisait plein de choses justement qui correspondaient à ce problème-là, parce que ces phénomènes très violents de pluie, on les a aussi chez nous. On a moins de petites pluies régulières, on a plus de gros épisodes plus violents, plus fréquents, qui ont comme capacité de dépasser la capacité d'absorption des sols. Et c'est pour ça aussi que ça ne recharge pas les nappes et que ça ruisselle. D'où l'importance de financer avec les eaux en plus, soit des bassines, soit des retenues collinaires pour et l'Europe les finances. Bien, Vanessa aussi intervient. Il y a beaucoup d'appels sur le sujet. Je ne suis pas étonné que ça concerne vraiment les gens. Il y a une inquiétude, elle est latente. Et c'est vrai que les médias, on est parfois un peu fautifs. Je suis assez d'accord avec les remarques faites tout à l'heure. On évoque peu ces sujets. Vraiment peu. Ça passionne pas. À tort. À tort, parce que c'est absolument passionnant. Et puis, c'est notre inquiétude globale, collective. C'est un besoin vital. C'est un besoin vital. L'eau, et sans alimentation. Mais évidemment. On prendra Vanessa après. Il est 11h44, un peu de pub. Il est 11h46. Merci d'être avec nous. Tiens, nouveau témoignage, puisqu'il y a beaucoup de monde qui appelle. Vanessa est dans le Gers. Bonjour, Vanessa. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Vous êtes ouvrière agricole et la sécheresse vous inquiète vraiment? Moi j'ai eu très peur pour nos vaches cet été parce que on a plusieurs parcelles sur lesquelles on les disperse. Oui. Et il y a une parcelle, en l'occurrence, on n'a vraiment pas pu les y mettre par manque d'eau. Par manque d'eau. Donc elles maigrissent? Elles maigrissent parce que l'herbe, il n'y avait pas d'herbe, déjà c'était vraiment, ce serait cru au Sahara. Et on avait beau leur apporter du foin, elles n'en ont pas manqué, mais il manquait la richesse qu'apporte l'herbe en elle-même. Donc voilà, le stock a diminué. Voilà, c'est compliqué quoi. Et puis même pour le fourrage, cette année, des fois on arrive à faire 2 coupes de foin. Cette année, on a péniblement fait une coupe. Péniblement. Bien, merci Vanessa dans tous les cas. Mais merci à vous, et on a eu la vigne aussi. Et vous avez de la vigne, mais la vigne souffre aussi de la sécheresse. Pourtant, j'ai jamais vu d'une année pareille. Même les plants qu'on avait refournis parce qu'il y avait des trous, ils sont morts. Ils sont morts, ils n'ont pas pris. Donc on a investi et malheureusement investi à perte parce que rien n'a pris. Et le rendement, pareil. Certes on a eu l'économie de pas faire de traitement parce que nous on fait que de la bouillie bordelaise. Oui. C'est sûr, pendant 4 mois, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau. Mais vraiment pas une. Et ce qui fait que. Et là la situation là. Mais là, c'est pareil, on attend l'eau. On n'en a pas spécialement. Non, et je peux vous dire que je travaille, là je suis actuellement dans la vigne, je travaille en t-shirt. Et on est en hiver. C'est incompréhensible. Là, on est censé replanter. On nous a prévu de l'eau, j'espère. Parce que c'est pareil, les plants, cette année, s'il ne pleut pas, on va souffrir. Merci Vanessa, c'est intéressant le témoignage de Vanessa quand elle parle de la vigne, parce que c'est une plante qui habituellement résiste à la sécheresse, mais même la vigne aujourd'hui souffre, et même les oliviers souffrent de la sécheresse. Dominique Bourg, les solutions au-delà de l'administration, il faut absolument faire avancer. Quelle autre solution, Dominique Bourg? Je sais pas, meilleur traitement, meilleure adduction d'eau?
Non, il y a différentes solutions, mais je voudrais simplement revenir, si vous voulez, sur deux choses, sur ce que vient de dire Vanessa. Non, on comprend. ça fait 30 ans qu'on comprend, si vous voulez. Mais effectivement, ça passait pas. Et bien sûr, vous l'avez dit, je peux y revenir, le rôle des médias, mais pas seulement. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose, sur les méga-bassines, non, attention. Alors, c'est vrai qu'en écologie, c'est rare qu'une affirmation puisse être universalisée. C'est souvent variable selon les contextes. Mais de manière générale, je dis bien, de manière générale, souvent une méga-bassine, ça va perturber encore plus le cycle de l'eau, ça intensifie l'évaporation, etc. C'est pas forcément une solution. Il faut pas raconter aux gens que c'est une solution universelle. Si vous voulez, ça serait faux. Alors, les solutions, le problème, vous avez affaire à un problème extrêmement complexe, avec des strates très différentes. Les solutions, c'est pareil, il n'y a pas une solution. Non. Il y a effectivement des solutions. Non, mais quelle solution Eh bien, elles sont à différents niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous parlais les modes de vie. C'est-à-dire tout à l'heure, ce qui était dit sur le lavage d'une voiture, effectivement, c'est une vieille habitude et c'est complètement absurde. On a un manque d'eau. Alors, ça vient de manière brutale. Les gens ont peut-être pas encore bien compris, mais on va être confronté de manière chronique à cette difficulté de s'approvisionner en eau. Donc, il y a des attitudes qui étaient normales qui ne le sont plus. Donc, effectivement, ça, c'est les petits gestes. Maintenant, l'agriculture, vous parlez tout à l'heure du maïs. Il y a peut-être des régions où le maïs, qui est en général une plante plutôt gourmande en eau, n'aura plus sa place. Alors effectivement, il est déjà mieux arroser à minuit qu'en plein soleil, mais peut-être qu'il y a certains types de cultures. Il y a des types d'agriculture qui permettent de mieux résister dans les pays chauds. C'est ça depuis très longtemps avec le paillage, etc. On maintient l'humidité des sols. Le labour, c'est terrible quand vous avez une sécheresse parce que le sol se dessèche beaucoup plus rapidement. Ouais, les solutions, elles sont tout à fait multiples. C'est à la fois changer un certain nombre de règles politiques. Par exemple, le maïs, non, il y a des régions où le maïs n'a plus sa place. Et puis, changer nos modes de vie, et il faut que ça aille ensemble, et effectivement, c'est pas la peine d'accuser une profession ou une autre. Oui, bien sûr, non, mais Dominique Bourg, ça, vous avez raison, mais je voudrais quand même qu'on parle de l'utilisation de l'eau, parce que, pour des raisons agricoles, à des fins agricoles, très bien, on en a parlé, mais pour le quotidien de chacun d'entre nous, et l'utilisation de l'eau, et puis les communes. Irène Tolleré, la responsabilité des communautés de communes sur la gestion de l'eau, la gestion, le gaspillage, la perte. On perd encore beaucoup d'eau. Oui. Les canalisations sont souvent anciennes. L'adduction d'eau, il y a un effort considérable à faire. Oui, alors soit dit en passant, dans le cadre de la nouvelle PAC, les investissements pour lutter contre les fuites peuvent être remises pour étendre un petit peu les capacités d'irrigation. Mais moi, je crois que dans les solutions, il y a économiser, substituer, réutiliser. Économiser l'eau en général, par exemple, au niveau des puissances publiques, en installant systématiquement, quand il y a une nouvelle construction ou une rénovation, un troisième réseau. Ça veut dire quoi? Quand on se douche, l'eau peut servir pour les toilettes. Et ça, mine de rien, multiplié par 23 millions de foyers, ça fait pas mal d'économies d'eau. Je rappelle que l'agriculture, c'est que 8% des prélèvements. Hein, donc, ça veut dire qu'on peut travailler sur les autres. Substituer, ça veut dire essayer d'éviter par des nouvelles pratiques, par des nouvelles plantes, par de la recherche de mettre de l'eau. Et puis réutiliser, on vit de plus en plus en ville. Ça veut dire qu'on produit de plus en plus d'eau en sortie de station. En France, on les utilise quasiment pas, alors qu'aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont utilisés en Israël, en Espagne, au Danemark, couramment. C'est-à-dire cette eau, c'est retraitée. C'est de l'eau retraitée. De l'eau retraitée qui peut arriver jusqu'à qualité baignade. C'est ce que demande l'ARS en France. C'est des tests au niveau du Grand Pic Saint-Loup. On a mis en place dans plusieurs communes des tests pour dire on a une population en croissance dans l'Hérault, on a une attractivité, cette eau, mettons-la à disposition des agriculteurs parce qu'on savait qu'on n'avait pas de cours d'eau majeurs et qu'on avait des eaux usées retraitées. Et qui sont utilisées dans l'agriculture. Et qui peuvent être utilisées dans l'agriculture, qui sont utilisées dans d'autres pays. Et au jour d'aujourd'hui, ça se fait pas, c'est utilisé en Espagne. Aujourd'hui, on attend encore les réponses des ARS. Je peux vous dire, en tant que députée européenne, j'ai été élue en 2014, le vice-président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, il m'a encore parlé, en novembre 2022, Irène fait quelque chose pour qu'on ait nos autorisations. C'est la pression sanitaire, en fait. Aujourd'hui, il y a comme ça un diktat. Il faut absolument que ces eaux usées soient propres. Pas de problème, une transparence. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on en arrive parfois avec des idées simples.
on a face à soi, et notamment les agriculteurs et les autres, un millefeuille administratif. Dominique Ils sont Bourg, pas rompus à tout ça. Vous êtes d'accord avec tout ça? Non, je suis oui, tout à fait avec ce qui vient d'être dit, si vous voulez, sur la question de la réutilisation d'eau, sur la pression sanitaire. En fait, si vous voulez, on a des administrations qui ont du mal à comprendre qu'on change et qu'on change très rapidement de monde. Oui. Donc effectivement, l'Espagne, c'est un pays chaud, ça fait très longtemps qu'ils sont habitués à la rareté de l'eau, et donc effectivement, nous, on va être à peu près dans la même situation. Donc là, on a une voie d'inspiration. Maintenant, sur les 8% d'eau pour l'agriculture, non. Au niveau du monde, la consommation d'eau, c'est voilà. Au niveau du monde, c'est 70. Voilà. Et au niveau français, on est à 8%. C'est variable. Ça va être très variable. Non, 8%, à mon avis, c'est beaucoup plus. Ce que je vous dis, c'est 70. C'est chiffre officiel. Oui, écoutez, il faut voir d'une région à une autre, mais je pense 8% de la consommation d'eau en France pour l'agriculture, ça j'y crois pas du tout. Des prélèvements. Ah, des prélèvements, oui, mais justement, alors après, il y a vraiment un problème. En tout cas, oui, si vous voulez, la réutilisation, c'est quelque chose de très important, et surtout, bien comprendre, si vous voulez, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que nous, il y a des, il y a des pays qui depuis longtemps sont confrontés, qui depuis longtemps ont adopté des solutions. Et nous, effectivement, il y a une forme d'inertie. On ne veut pas comprendre que le monde change et qu'il change très, très rapidement. Donc effectivement, les règles, les politiques publiques doivent changer. C'est une question d'urgence désormais. Bien, merci beaucoup Dominique Bourg. Morad Haït-Abouche. Non, je voulais ajouter, l'ingénierie salvatrice n'existe pas. Il ne faut pas attendre des solutions miracles demain. Il faut, et on l'a vu par exemple sur l'énergie, les Français, on leur a dit attention, il va y avoir des délestages. Les Français ont économisé 10% aujourd'hui de leur électricité. On pourrait économiser 10% de l'eau qu'on consomme. Sans problème. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... Ça paraît tellement naturel, encore plus naturel, d'ouvrir son robinet que d'avoir chaud. Et pourquoi on n'installerait pas des robinets qui, justement, livrent juste 1 litre, pas plus ? Les douches, ça s'arrête au bout de... En fait, ça, c'est une volonté politique d'imposer au niveau européen, pourquoi pas, aux constructeurs, aux fabricants de robinetterie. On leur dit, voilà, vous devez faire comme un compteur. C'est la liberté individuelle, après. On a bien vu que sur la pandémie, la liberté individuelle, quand on est en temps de guerre, il faut changer nos habitudes. On est en temps de guerre, là ? On est en temps de guerre ? Oui, guerre climatique, oui, clairement. Guerre climatique, oui. Après, je pense qu'il y a d'autres normes européennes qu'il faut surtout ne pas faire bouger. En ce moment, on a une grosse pression, vu le manque d'engrais, pour faire bouger la directive nitrate. Or, moi, je dis que vu qu'on manque d'eau, c'est vraiment pas le moment que, en plus, on concentre les nitrates. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se dire que l'eau, c'est essentiel pour la vie. On a besoin de 750 litres. On est constitué d'eau. On a besoin d'alimentation. Donc, on a besoin de notre agriculture européenne. On doit être au rendez-vous de l'eau pour les agriculteurs. Donc, faisons en sorte que les politiques publiques ne gâchent pas la qualité de l'eau. Juste un mot peut-être, Jean-Jacques, pour dire qu'effectivement, l'éco-anxiété dont on parlait, il y a des études qui montrent que les jeunes sont de plus en plus anxieux à cause de ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on en parle souvent comme une catastrophe annoncée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ce dont ils ont le plus peur, c'est le manque d'action sur le climat, pour essayer d'inverser en fait cette réalité, ce changement climatique en cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on reste passif, si les gouvernements restent passifs, là on va vraiment dans le mur et l'éco-anxiété va augmenter et on va avoir des jeunes qui vont être vraiment pour le coup tendus. Il est 11h58, merci d'être venu nous voir, merci d'avoir participé à ce débat. 11h58, Sud Radio, merci.